Oh, rien de vous, un petit rafraîchissement, un petit sirop qui nous redonne la pêche après le nouvel an, après le réveillon, après le jour de l'an, après encore les bonnes tablées. Soyez les bienvenus. On vous accompagne aujourd'hui pour replonger ensemble dans l'actualité du mois de novembre. Alors, souvenez-vous, à Saint-Mitre-les-Remparts, c'était le fameux festival du film indépendant SMR 13 avec Olivier Marchal comme parrain cette année. À Istres, on démarrait la fête des bergers. Les agriculteurs n'étaient toujours pas très contents sur le plan social, tout comme les chauffeurs VTC d'ailleurs. Et puis les Restos du Cœur pour la partie solidarité qui fêtait leur 40e anniversaire. On va tout de suite démarrer par le procès de la rue d'Aubagne qui démarrait justement au mois de novembre. Habitat indigne, c'est ce par quoi nous démarrons cette rétro. Très belle journée à tous. En mars 2018, pour la première fois, une porte reste bloquée. C'est le premier signalement de la sorte. En octobre, Marie-Emmanuelle Blanc, locataire au 5e étage, contacte son propriétaire car elle constate de nouvelles fissures au niveau du toit. « Il pleut dans mon appartement », écrit-elle, et elle ajoutera une phrase tristement prémonitoire « en attendant que le toit me tombe dessus ». Après avoir été évacués fin octobre, les locataires regagnent l'immeuble après des travaux d'urgence. Mais les alertes de la part des habitants continuent et sont très inquiétantes. Des vitres qui explosent, de nouvelles fissures et des portes encore bloquées. La veille de l'effondrement, une locataire très inquiète quitte les lieux et sans le savoir sauve sa vie. À 5h du matin, le jour du drame, Marie-Emmanuelle Blanc contacte les marins-pompiers depuis son appartement du 5e étage. L'interlocuteur assure qu'un immeuble, ça ne s'effondre pas comme ça, mais lui propose tout de même d'envoyer une équipe. Elle refuse, rassurée par le marin-pompier. Le matin arrive, un locataire entend des pierres tomber. Il prend son téléphone et filme l'intérieur de l'immeuble quelques minutes avant l'effondrement. Dans cette vidéo, on entend des bruits sourds. Ce sont les autres locataires piégés chez eux, car les portes ne s'ouvrent plus. Une vidéo qui a été diffusée pendant l'audience. Son auteur a survécu. Il est sorti in extremis de l'immeuble avant l'effondrement à 9h07. Liliana Lalonde, mère de Julien décédé dans les effondrements, place ses espoirs dans la justice. J'espère que ça va être pointé des doigts tous ceux qui ont fait pour que cela arrive. J'espère qu'ils pourront être désignés et puis que finalement on puisse être punis. Les proches des disparus ne sont pas les seuls à avoir vu leur vie basculer. Témoins du drame, délogés, riverains suivront l'audience également avec attention. Justice et vérité! J'ai été pris par la cellule psychiatrique, les pompiers et tout. Et bon, après ça a dégénéré. J'ai vrillé complètement. J'ai perdu sans orientation, la mémoire. J'ai tout perdu. Ça a bouleversé ma vie, ma situation. Et là, je suis en partie civile. Il faut savoir les coupables parce que cet immeuble, je le voyais dégradé de jour en jour, puisque je passais tous les matins devant et personne ne s'en occupait. Je l'attends ce procès depuis 6 ans parce que c'est le procès des personnes qui sont dans le box, mais c'est le procès d'un système parce que c'est bien un système politique voulu qui nous a amenés ici et c'est ça qu'il faut dénoncer. Mépris total. Le mensonge, les combinaisons à gerber. Monsieur Gaudin aujourd'hui n'est plus là. Il reste Ruas, il reste les autres responsables. J'espère qu'ils seront sanctionnés comme tout le commun des mortels, comme tout le monde. Le procès commence demain après-midi et va durer jusqu'au 18 décembre. Une situation à Marseille qui date, je suis marseillaise, qui date depuis toujours, qui a été une gestion catastrophique par une mairie, par des gens qu'on n'entend pas actuellement. Voilà, des gens de droite, il n'y a aucune déclaration. À la manifestation, il y avait les représentants de la mairie, il n'y avait personne de l'ancienne municipalité, absolument personne, aucune déclaration, c'est une honte. C'est une honte politique, d'accord ? C'est pas une honte citoyenne, c'est une honte politique. C'est-à-dire, à minima, il faudrait qu'il y ait des gens quand même qui reconnaissent. Et là, c'est un silence, c'est un mépris pour les victimes, un mépris total. Les premières heures et les premiers jours, ça a été extrêmement difficile.
Je me souviens des heures, pendant 6 jours où les parents, la famille ont attendu qu'ils retrouvent les corps des victimes. Enfin, c'est toujours des moments extrêmement pénibles. Et puis je dirais oui, que des peines exemplaires, et que ceux qui ont fauté volontairement, hein, parce qu'il y a des gens qui étaient payés, des architectes, des juristes, voilà, et marchands de sommeil, y compris ceux qui ont ceux qui ont négocié la charte du relogement avec nous. Ils avaient ou leur mari ou leur machin qui louaient des garages, des machins. C'est purement ignoble, voilà. Et vous, madame, vous en attendez quoi de ce procès ? Qu'il y ait des peines exemplaires pour ces personnes qui n'ont pas fait leur travail, de mon point de vue, et que ça ne se reproduise plus. C'est un fléau à Marseille, l'habitat insalubre. C'est un vrai fléau à Marseille, et samedi, on a fait une journée nationale sur le mal logement à Marseille. On s'aperçoit que malheureusement, on n'est pas les seuls à être confrontés à ce type de problème. Il y avait des gens de Lille, de Roubaix, de Bordeaux, toutes les régions de France sont concernées par ce mal logement. Et ce logement indigne. Et moi, je veux qu'ils payent, ces gens-là. La stratégie élaborée par la FNSEA, c'est de multiplier les opérations coup de poing sur l'ensemble des territoires pour montrer notre détermination sur la volonté de nos exploitants de continuer à produire français sur le territoire français. Et pourquoi la DDTM ? Parce que c'est le symbole de l'État sur le territoire, parce qu'on est asphyxié par un millefeuille administratif. Et ça, on le dénonce parce qu'on est asphyxié par les normes, on est asphyxié par les réglementations. On passe plus de temps bientôt à travailler sur des dossiers et des papiers qu'à travailler vraiment à nourrir nos concitoyens. Le ministre de l'Intérieur qui a fait une citation aujourd'hui qui dit que personne n'est au-dessus de la loi et qu'il ne veut pas de blocage longue durée. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors ça dépendra de eux, parce que les agriculteurs, ils ne veulent pas mourir. Je trouve que c'est un peu à l'emporte-pièce sa déclaration, parce que la FNSEA 13 a toujours été un syndicat responsable. Les agriculteurs ont toujours été responsables, et on a continué à l'être. Et on continuera à le devenir. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage de sa part. C'est un peu mépriser la profession agricole. Ce matin, les chauffeurs VTC ont fait barrage au niveau de la station-service Total sur la route de l'aéroport Marseille-Provence. Leur but, empêcher de passer tout chauffeur Uber, quelle que soit la plateforme qu'il utilise. Depuis 2020, depuis le Covid, donc l'activité n'a pas repris, et malheureusement, il n'y a que des chauffeurs, le nombre de chauffeurs qui augmente, pas le chiffre d'affaires, pas les conditions de travail qui s'améliorent. En fait, ça se dégrade de plus en plus. On va avoir un rendez-vous avec le ministère ce lundi. Donc en espérant que le ministre prend en charge les doléances de chauffeurs VTC, parce que la situation elle est intenable. Il y a des manifestations de partout dans toute la France. Donc on compte vraiment sur le ministre pour réguler le marché. Autre sujet de discorde, la sécurité des chauffeurs VTC. Le mois dernier, un chauffeur a été menacé avec une arme à feu et racketté par un mineur lors d'une course de nuit dans le 3e arrondissement de Marseille. Des agressions, on a tous les jours. Et comme on dépose plainte et nos plaintes restent sans suite, je comprends, parce que le client souvent n'est pas identifiable, on demande aux plateformes numériques de sécuriser les comptes clients. On ne demande pas l'impossible, on demande une pièce d'identité ou une carte bancaire délivrée par la banque, pas une carte bancaire qu'on peut acheter au tabac. Quand quelqu'un prend une commande, vous n'avez pas son identité, vous n'avez pas une information ? Pour le moment, c'est une course sur 3, c'est que des pseudos. Un autre barrage filtrant sera déployé demain matin à la gare Saint-Charles de Marseille. Sociaux de ces dernières années, les manifestations et les grèves des femmes de chambre. Plus de 400 organisations et personnalités ont appelé à se rassembler ce samedi 23 novembre. Une mobilisation contre toutes les formes de violence possibles contre les femmes ou autres genres. Plus que jamais pour ces manifestantes, la honte doit changer de camp. Parce que pour nous, c'est important que ce soit les hommes qui prennent conscience de ce qui se passe actuellement, que beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, c'est
à cause d'eux. Puis il faut que globalement. la honte change de camp surtout. Ouais. Là, au procès de Gisèle Pellicot, elle disait que c'était elle qui a été humiliée et pas forcément ses agresseurs. Et j'espère que le gouvernement prendra conscience qu'on a une vraie urgence à agir contre les violences et qu'on est là pour leur faire entendre. Mais pour des changements profonds, il faut plus de moyens et de considération des autorités. Un sursaut est demandé par les associations de défense qui jugent les réformes prises jusqu'à présent inefficaces et demandent plus de moyens pour lutter contre ces injustices. Ce qu'on veut, c'est des moyens pour les associations qui luttent pour ça, qui accompagnent les femmes et les personnes victimes de violences. Et en fait, il y a de moins en moins de moyens. On a vu, il y a eu des échecs sur des numéros qui sont là, en fait, des numéros d'urgence pour les enfants. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des appels qui répondaient pas. Enfin, il y a plein de trucs où en fait, il n'y a pas de moyens pour vraiment aider les personnes, alors qu'en fait, c'était censé être le grand plan Macron et tout ce qu'on a vu, c'était pas d'argent, voire moins d'argent. Les associations réclament 2,6 milliards d'euros par an pour lutter contre ces inégalités. D'autres mouvements nationaux ont eu lieu ce lundi 25 novembre, date de la journée mondiale de l'élimination des violences faites aux femmes. Solène Emonet, directrice régionale d'Engie Solutions, est l'une des marraines des collégiennes en visite dans la centrale. Quand on lui demande si l'industrie n'est pas un travail de force qui nécessite de gros biscottos... Alors là, ça c'est la vision germinale de l'industrie. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, je vous rassure. Alors déjà, on a vraiment évolué au niveau des technologies et également en termes de prévention sur tout ce qui est sécurité, etc. Donc nos outils sont de plus en plus adaptés. Typiquement, on porte de moins en moins de sacs de 25 kg. On a des conditionnements en 15 kg. On a la possibilité d'avoir des exosquelettes. Mais c'est pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Parce qu'il faut prendre soin de tout le monde. Et donc ça, je pense que ça, c'est un point qui est important. Alicia et Eulalie font partie de la quinzaine de collégiennes venues de Pérols en Provence. En dépit du cadre très austère de la centrale thermo-frigorifique, leur curiosité a évolué au fur et à mesure de la visite. Au début, j'ai trouvé ça un peu ennuyant et puis la visite, j'ai bien aimé puisque on avançait, on parlait de plein de trucs et donc c'était bien. Alors moi, je me vois pas dans ça, mais c'est pas un truc pour les hommes, c'est équitable, c'est les femmes et les hommes, pas que les hommes. Je trouve que les femmes et les hommes doivent être égaux dans n'importe quel travail. C'est un homme qui nous a expliqué, mais il y avait plein de femmes autour et du coup on se sentait pas trop seul. Ça se voyait qu'elles s'y connaissaient, donc c'était agréable de voir qu'il y a plusieurs genres de personnes qui s'y connaissent autant dans ce travail. C'est souvent toujours les hommes les plus forts et tout, donc là oui, on était très fiers que ce soit des femmes ingénieuses et tout. Ça fait toujours plaisir de voir des femmes dans un travail comme ça, surtout qu'on a l'impression que c'est réservé aux hommes, alors que pas du tout. Mais je pense que ça va s'améliorer, on espère. Oui, on espère beaucoup que ça s'améliore. Mais de l'avis des professionnels présents ce jour-là, dans ce domaine de la féminisation, c'est en priorité la mentalité des parents qui doit évoluer. Premier changement, les conditions d'ouverture de droit. Pour s'inscrire pour la première fois à l'assurance chômage, il faudra avoir travaillé au moins 5 mois et non 6 au cours des derniers 24 mois. Du côté des seniors, les bornes d'âge ouvrant droit à une indemnisation plus longue sont relevées de 2 ans. Le palier ouvrant droit à 22,5 mois d'indemnisation au maximum passe ainsi de 53 à 55 ans et celui donnant droit à 27 mois de 55 à 57 ans. Le texte entend aussi favoriser les retraites progressives peu répandues, accessibles à partir de 60 ans et permettant aux salariés de travailler à temps partiel tout en continuant à cotiser à taux plein pour sa retraite. Concernant les allocataires frontaliers, l'accord prévoit de diminuer l'indemnisation des chômeurs frontaliers ayant travaillé en Suisse, Belgique, Allemagne ou au Luxembourg. Leurs droits étant aujourd'hui calculés sur la base de leur salaire dans ces pays, nettement plus élevé qu'en France. Enfin, pour sécuriser la situation des travailleurs saisonniers, la condition d'affiliation est abaissée à 5 mois. Le plafond des périodes non travaillées prises en compte dans le calcul de l'allocation est également abaissé. Ce matin, c'est le branle-bas de combat pour les bénévoles des Restos du Cœur de Martigues. Thérèse Legrand nous sert de guide. Aujourd'hui, nous commençons la campagne d'hiver. Nous avons pas mal de gens qui attendent dehors et il fait froid, donc on n'a pas la possibilité de faire rentrer tout le monde. On essaie d'en faire rentrer au maximum, mais dans la possibilité de la contenance de la pièce.
Ils ont la possibilité de prendre un café, un gâteau, se réchauffer, se faire plaisir. Et après, on vient les chercher un à un pour distribuer. Un système de cartes nominatives avec des points pour chaque semaine permet de remplir son panier. C'est tout un parcours. Donc nous sommes passés par les féculents, nous avons vu la laiterie, nous avons vu les gâteaux, nous avons les compléments de temps en temps, des produits de beauté ou autres. Nous avons ici les protidiques, la viande, le poisson. Certaines personnes ne prennent d'ailleurs pas de viande, donc on essaie de leur donner que du poisson. Et puis après, nous avons le pain, le petit déjeuner, en fait, je vais dire. Et on finit par le bébé. Et là, bien sûr, quand il y a des bébés. Et depuis cette année, les dotations pour les bébés sont améliorées. D'abord, ça va jusque 3 ans, alors que ça allait jusque 18 mois. Et on leur rajoute des légumes, des produits protidiques, en plus du compte de la famille, pour qu'ils puissent s'adapter à une nourriture d'adulte. Mais malgré tout, ils gardent leur peau d'avant, le lait et tout ce qui s'ensuit. Mais on les favorise. L'idée étant qu'il faut mettre le maximum d'aide sur les bébés pour que nous espérons ce deviennent des adultes qui ne soient pas dans la précarité. Un enfant dont les parents étaient dans la précarité, il faut, je crois, 5 générations avant que ça s'en aille, avant qu'il émerge. Ça fait un peu froid dans le dos. Pour s'inscrire au Resto du Cœur de Martigues, un numéro de téléphone 09 81 97 38 62, réception des appels le mercredi et le jeudi. Une soupe maison préparée par les cuisiniers d'Emmaüs. Chaque jour, 10 litres sont versés dans les bols, accompagnés de pain. Rodolphe, compagnon, est au service. Il n'y a que des légumes. C'est le seul repas qu'ils peuvent avoir. C'est toujours ça de bien pour eux, quoi. Ouais, beaucoup de gens qu'on voit tous les jours. Hein. Ça leur fait aussi du bien, un peu de parler. Voilà, on plaisante, on essaie d'avoir un moment convivial. Bien plus qu'une soupe, un rendez-vous qui permet de garder un lien avec les personnes dans le besoin. Bilal est un habitué. C'est très important, les gens ont besoin de cette chaleur humaine pour pouvoir exister, quoi. Ils ont besoin vraiment d'avoir quelque chose, une attention avec les gens. Donc c'est vraiment spécial, c'est pas qu'une soupe, c'est aussi la rencontre avec les gens autour de tous les milieux. Des fois on a des gens qui viennent, qui ne sont pas du tout de la soupe, qui viennent par là et nous. On a déjà des gens qui se rapprochent de nous. Donc ça c'est plutôt bien. Les gens s'intéressent aussi aux gens qui sont démunis. La soupe sera distribuée pendant toute la période hivernale. Le ruban coupé pour l'inauguration de la Cité internationale Jacques Chirac avec la présence de la fille de l'ancien président de la République. Il doit en être très très fier, très heureux. C'est un établissement qui résume vraiment tout ce qui était au cœur de ses combats essentiels en termes de dialogue des cultures, dans un temps où ce dialogue des cultures doit absolument répondre et dépasser le choc des civilisations. Au programme, une visite d'école, du collège et du lycée avec les 600 élèves déjà entrés depuis septembre et de nombreux parents. Ça se passe très très bien, ma fille s'intègre bien et nous en tant que parents, on est bien accueillis aussi. La métropole et la municipalité étaient présents autour de Renaud Muselier. Le président de la région Sud-PACA a investi 52 millions d'euros sur un total de 100 dans la construction de l'établissement situé dans le quartier Arinque Euroméditerranée. On dote à Marseille d'un esprit collectif où de la plus petite classe on amène jusqu'à la terminale et ceci avec une ouverture pédagogique extrêmement large et ceci ouvert à Marseille, aux Marseillais, aux Marseillaises, aux enfants des Marseillais et des Marseillaises et aussi à ceux qui viennent travailler aussi à Marseille dans les grandes entreprises. Les élèves de cette institution de 27 000 m² pourront suivre les enseignements de 5 langues différentes, dont l'arabe et le chinois. Actuellement, l'établissement n'accueille qu'un tiers de sa capacité, mais à la rentrée 2026, la Cité internationale Jacques Chirac ouvrira ses portes à 2100 élèves, dont 200 internes. C'était jour de marché aujourd'hui, un marché qui est déplacé au jardin de Ferrières le temps des travaux. Les nombreuses personnes qui déambulaient d'un étal à l'autre étaient aiguillées par des opérateurs pour ce premier jour de travaux.
Ces premiers jours bruyants devraient diminuer dans les semaines à venir pour laisser place à plus de 10 000 m² de jardins publics végétalisés, ce qui a de quoi satisfaire les Martégots rencontrés, même si certains sont pessimistes après cette rénovation place des Airs à Martigues. Moi, quand il y a de l'investissement pour améliorer les choses, je suis tout à fait pour. Pour l'écologie, je suis pour. Ouais. En fait, tout ce qu'on fait, c'est pas pour nous, c'est pour ceux qui viennent derrière. Supprimer cette terre qui était très ensoleillée, très aride en fait, pour végétaliser, ce qui est une bonne chose. Ce qu'ils font, c'est très bien. C'est pas, ça y est fait pour la ville, pour l'image de l'étang de mer, qui avait un bon jardin. J'ai vu le plan sur le journal hier, là. Mais c'est bien fait. À terme, c'est près de 170 arbres qui seront plantés et place des Airs. Les places de parking qui étaient au cœur des discussions ont finalement été conservées, avec 120 places de stationnement disponibles après les travaux. Je trouve que c'est mieux déjà que ce qui avait été prévu initialement, parce qu'on a vraiment besoin de places de parking. Disons que ça va être plus joli parce qu'il y aura moins de véhicules, moins de parking. Est-ce que ça s'est imposé? Je ne sais pas. Martigues, ça se meurt, Martigues. Ils veulent que les commerçants vivent, mais ils suppriment les voitures dans le centre-ville. Le coût des travaux est estimé à 1,5 million d'euros et la fin de la rénovation est prévue pour mai 2025. À quelle sauce le restaurant L'Épuisette va-t-il être mangé ? Situé les pieds dans l'eau, dans le pittoresque petit port de pêche du Vallon des Offes, L'Épuisette, institution de la gastronomie à Marseille, avec un chef 1 étoile au Michelin depuis 22 ans, pourrait définitivement tirer le rideau de cette maison, présente sur cet emplacement depuis 1938. La raison ? La remise en cause par la métropole Aix-Marseille-Provence de l'occupation du domaine maritime sur lequel le restaurant est construit. Après un récent appel d'offres, la métropole veut y installer un nouveau restaurant. Depuis qu'il a reçu un courrier de la métropole datant du 22 octobre, Bernard Bonnet, le propriétaire du restaurant, ne décolère pas car il doit libérer les lieux le 31 décembre. Alors qu'avec sa famille, il exploite cette affaire depuis 48 ans. Le courrier qu'on a reçu, on a répondu immédiatement et entre autres, on a demandé les raisons qui ont motivé, et ça semble quand même logique en France, quand on souffre d'une décision, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel secteur, qu'elle soit motivée. Qu'on vous dit, bon voilà, votre chef il est vieux, la bouillabaisse elle n'est pas bonne, mais qu'on dise quelque chose. Pourquoi ? Et peut-être pour qui ? Je ne sais pas. Depuis 2017, une nouvelle loi ouvre à la concurrence l'occupation du domaine public maritime. À la métropole, compétente sur l'aspect économique, on estime qu'il est temps de la mettre en application. Vous ne pouvez pas nous reprocher de mettre finalement en ordre les choses maintenant et pourquoi pas plus tard et pourquoi pas laisser l'Épuisette, puis de l'autre côté de nous dire on le fait trop en retard. Voilà, c'est le moment, chacun a été prévenu dans les temps. Au printemps, on a lancé l'appel d'offres, tout le monde a été mis au courant, a pu répondre. Ceux qui ont répondu, dont l'Épuisette, ont fait des propositions qui ne sont pas négligeables. Il y en a un qui sort vainqueur. Bien voilà, il faut accepter le jeu de la concurrence. Sauf que, selon Bernard Bonnet, le groupe qui a remporté l'appel d'offres, The Social Club et Colline Folquier, chef étoilé du restaurant Signature à Marseille, se serait déjà porté acquéreur de l'Épuisette l'an dernier. C'est un groupe qui bénéficiait d'informations qui peuvent laisser à penser que les conditions d'indépendance de la mise en concurrence sont faussées. Parce qu'il a tous les détails et qu'aucun autre concurrent n'avait. Ça, M. Réau, il n'a peut-être pas bien mesuré le truc, mais ça va être un angle d'attaque très important. Très important. Voilà. Parce que ça fausse véritablement les règles de la mise en concurrence. Dans sa cuisine de l'Épuisette, le chef étoilé Guillaume Sourieux éprouve un mélange d'amertume et d'indignation. Moi, je suis là, je suis prêt, j'ai plein d'investissements à faire encore dans ma cuisine. Avec les gars, on travaille tous les jours sur des nouveautés. Si je dois partir, mais encore une fois, je rejoins Bernard Bonnet, on partira pas. On partira pas. Affaire à suivre donc, la pétition en soutien à l'équipe de l'Épuisette en ligne sur le site du restaurant a déjà reçu près de 4000 signatures. Armand est venu avec des accessoires pour les deux candidats, la casquette rouge de Trump pour la blague, nous confie-t-il, et la rose de Kamala Harris. Là, les trois couleurs plus
Aussi, la casquette de Trump, c'est le côté rouge. On sait que c'est une couleur qui retient l'attention, tout, avec un côté un peu western, un peu le sang, la révolte. Et Kamala Harris, c'est plus, on voit la douceur, la réflexion, la raison, le fait d'être ensemble. Ce mardi soir, c'est 850 élèves qui ont navigué entre la salle Fox News, chaîne conservatrice, et CNN. Alors moi, je trouve ça super intéressant de faire une soirée comme ça, organisée dans un contexte assez impressionnant. Très important pour mon futur, pour le futur de toute l'Europe et pour le monde aussi. L'ambiance est super, il y a plein d'animations, c'est hyper sympa de juste entendre tous les autres étudiants aussi parler de ça. Entre ces salles, la troupe des cheerleaders de Tiffen est fière de se produire devant ce public conquis. Regardez tout le monde qu'il y a et tout, enfin, nous c'est un super entraînement, on est toutes seules dans la salle d'échauffement d'habitude et là c'est un vrai show quoi. Pour Nicolas Badalassi, professeur d'histoire contemporaine et directeur du laboratoire Mésopolis, organisateur de cette soirée, il était important de se sensibiliser. C'est d'expliquer au public qu'il y a des enjeux particuliers, qui soient économiques, qui soient internationaux, qui soient politiques, électoraux, etc. Puisse regarder l'élection en ayant à l'esprit les problématiques principales qui se posent actuellement. Les étudiants patienteront après la soirée pour savoir qui de Trump ou Harris gagnera, tout ça bien sûr dans un esprit US. On est impressionné d'être ici et de visiter les locaux, le staff, les joueurs, l'installation, tout. Voilà. Impressionné comme Didier, et on peut le comprendre. Il faut remonter au 20 février 2019 pour retrouver une trace d'un entraînement ouvert au public au centre RLD. Depuis, le Covid et des normes de sécurité sont passées par là. Le programme Peuple bleu et blanc a donné la possibilité à 7 privilégiés d'assister à une séance des Olympiens la semaine passée. Romane est une supportrice heureuse. Comment a-t-elle fait ? Alors déjà, moi je suis abonnée, donc en tant qu'abonné, on est privilégié puisqu'on est directement membre du Peuple bleu et blanc. Et donc j'ai participé sur Instagram, en fait je suis le compte Instagram, et en fait ils ont envoyé un message et j'ai participé en me disant « sait-on jamais ?» Et c'est tombé sur moi, donc je suis ravie quoi. 7 supporters tirés au sort parmi plus de 82 000 inscriptions. Alors on en profite, rencontrer le coach et les joueurs, ça marque une amoureuse de l'OM ? À jamais, et je me dis que voilà, j'ai eu la chance de pouvoir parler avec monsieur De Zerbi, c'est exceptionnel, mais même tous les joueurs en fait, ils étaient tous disponibles, il n'y en a pas un qui a pas pris le temps de prendre une photo, de signer un autographe, franchement c'est génial, et la commanderie c'est super beau, j'étais déjà venue quand ils avaient ouvert au public il y a très longtemps, mais j'étais très petite, et là de le voir avec des yeux d'adulte, c'est exceptionnel. Cette initiative a permis à ces 7 fantastiques d'apporter leur soutien aux joueurs. Hugo a même pu leur adresser un message. Bien sûr, on ne va pas les lâcher, puis le vent va tourner, donc on ne se fait pas de soucis sur ça. Faut que la mayonnaise prenne, il faut un peu plus de temps parce que bon, l'effectif est nouveau, le coach est nouveau, les idées sont nouvelles, donc ça va prendre un moment donné, et puis ça sera très bien. Le sport n'est pas un domaine secondaire ni optionnel. Ce sont les mots de Gaby Charroux, maire de Martigues. Ici, le sport est célébré et encouragé. Eliane Isidore, élue au sport. C'est un moyen de donner à notre jeunesse, à nos enfants d'abord, à travers les centres d'initiation où il y a de la découverte de l'activité physique, puis aux adolescents, puis aux adultes, de trouver une discipline dans laquelle ils vont s'épanouir. On pense que vraiment le sport contribue à la construction de la personnalité des enfants. La construction de leur personnalité, mais aussi de leur palmarès. Thomas Martinez s'entraîne au Martigues Sport Athlétisme et a fini 8e au championnat du monde cette année. Et Martigues a permis mon évolution, c'est même là où j'ai fait ma plus belle année en 2022, où j'ai fait le plus de médailles. Donc oui, le Martigues Sport Athlétisme, même la ville de Martigues a de bonnes infrastructures. Et quand on dit tous les sports, c'est vraiment tous les sports. Naomi, du haut de ses 7 ans, a remporté la 3e place française d'agility avec son chien Lob. Elle nous explique. Je conduis et je cours. Je cours à côté du chien et je joue beaucoup avec mon chien. Cette cérémonie a été l'occasion de célébrer aussi les 60 ans des centres d'initiation sportive qui permettent aux enfants de Martigues de pratiquer gratuitement n'importe quelle activité. Le stade
est officiellement inaugurée. Applaudissements. Derrière le ruban qu'elle vient de découper, la maire d'Aix est tout sourire. Après 15 mois de travaux et 8 millions d'euros investis, le complexe sportif Henri Michel est enfin sorti de terre. Un grand complexe avec un véritable gymnase, une salle polyvalente, des salles qui permettent, on a vu tout à l'heure des enfants qui s'exerçaient au yoga, tout petit. Et dans le même temps, ce grand terrain synthétique qui va permettre effectivement les matchs de football américain, de football tout court, qui est polyvalent. 2000 m² d'infrastructures sportives mises à disposition des associations du Pays d'Aix et enfin un stade à la hauteur pour le club de foot américain. Fini les blessures bêtes à cause d'une pelouse dégradée. C'est immense, c'était l'une des priorités, c'est-à-dire avoir des infrastructures et un terrain d'entraînement où les gamins et puis l'équipe élite puissent s'entraîner de manière convenable, correcte. Et puis maintenant c'est bon, on peut y aller à fond et vraiment ça va être un bond en avant pour nous, un vrai bond en avant. Le complexe porte le nom d'Henri Michel, un hommage pour cette figure aixoise du foot français. Ces anciens joueurs qu'il a coachés en équipe de France sont venus en nombre, à commencer par le grand Michel Platini. C'était un mec remarquable et sincèrement j'étais fier d'être son ami et je crois que lui était fier que je sois son ami. Voilà. Quelques mètres plus loin, Luis Fernandez prend le temps de taper le ballon avec les petits footballeurs aixois. Lui aussi garde un grand souvenir de cet homme. Henri, ça restera toujours gravé dans ma mémoire, dans ma tête, parce qu'Henri Michel fait partie de ces personnages qu'on ne peut pas effacer, ils sont toujours présents, paix à son âme, et c'est ça que Henri Michel, pour moi, il représente énormément. Henri Michel, c'est un monument du sport français. Décédé en 2018, le natif d'Aix-en-Provence, joueur puis sélectionneur de l'équipe de France pendant 4 ans, est désormais enraciné pour l'éternité face à la Sainte Victoire avec ce nouveau complexe sportif d'ampleur, Henri Michel. Le 7 septembre 1998, Jean-Claude Bianco, pêcheur marseillais, ne se doute pas qu'en quittant le port de Sommaty, il est en train de changer sa vie. Alors que depuis plus de 40 ans, tous cherchent l'avion d'Antoine de Saint-Exupéry dans la baie des Anges du côté de Saint-Raphaël. Lui fait une découverte extraordinaire sur les côtes marseillaises. On va larguer le chalut au pied de l'île de Riou. On fait un premier coup de chalut entre Riou, Cassis, Sormiou. Une pluie épouvantable, un orage terrible. Et l'équipage se met à trier le poisson. Un moment après, mon second, qui s'appelait Habib, il y avait un petit maillon qui dépassait, qui a brillé, qui a attiré son regard. Je trouve une gourmette en argent. Et il me l'apporte à la passerelle. Je mouille mon doigt, je frotte, est-ce que je vais marquer Antoine? Puis la curiosité me pousse, Antoine comment? Alors je remouille mon doigt, je refrotte, et là apparaît de Saint-Exupéry. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Destin ou coup du hasard, le pêcheur vient en tout cas de trouver le premier indice pour résoudre l'un des plus grands mystères de l'aviation. Mais cette découverte à cet endroit semble à l'époque impossible, une période que Jean-Claude Bianco a très mal vécue. Je remets aux affaires maritimes. 15 jours après, j'apprends que la gourmette a été remise par le gouvernement français aux héritiers de Saint-Exupéry. Et j'apprends que ces endroits en question mettent en doute l'authenticité de la gourmette. On me traite de petit pêcheur de sardines, de petit pêcheur de bouillabaisse. Résultat des courses, je tombe malade. Je me paye 3 semaines de coma clinique. Je sors, je suis une épave, je ne tiens plus debout. Je me demande comment je suis encore là aujourd'hui pour vous raconter cette histoire. 4 ans et demi après, et dans le journal La Provence, Jean-Claude Bianco, le pêcheur de miracles. La veille, j'étais un escroc et le lendemain, je suis devenu un pêcheur de miracles. La gourmette permettra à l'archéologue Luc Van Rel de découvrir et d'identifier l'épave de Saint-Exupéry près de l'île de Riou. Aujourd'hui encore, le pêcheur n'en revient pas et continue de qualifier cette trouvaille d'intervention divine. C'est l'histoire simple mais universelle d'Ernesto, il y a 100 ans, qui est donc mon arrière-grand-père, qui est venu d'Italie pour travailler à Martigues. Il est d'abord passé par Paris, puis il est venu en 1920 travailler à la construction d'une usine de Vermenc, et puis après, en 1924, a commencé l'agriculture à Croix-Sainte, qui est restée depuis 100 ans une zone d'exploitation agricole. Et donc c'est cette histoire que je raconte, cette évolution depuis 1924 jusqu'à 2024, donc à l'occasion de l'anniversaire, l'évolution d'une famille, d'un statut paysan et de leurs conditions de travail. Je travaille sur cette expo en tant que photographe depuis 1 an. Je suis aussi la petite fille, l'arrière-petite-fille d'Ernesto. Donc j'ai travaillé sur d'abord la collecte des récits de Bruno, mon grand-oncle, qui a plus de 90 ans. Ces récits, il a la mémoire très très précise, donc à travers son récit, je l'ai gardé comme un axe de narration. J'ai fait une collecte de photos d'archives familiales,
communale, donc à la mairie de Martigues, et j'ai produit des nouvelles photos à l'occasion de l'exposition qui sont de grand format, 2,70 m, pour compléter donc les archives que j'espère dans quelques années les gens consulteront. C'est la première fois qu'on vient à Martigues et on est venu pour retrouver notre producteur favori de foie gras, de charcuterie, de viande, voilà. Ils sont très très forts, très très bons, très très gentils. Je viens tous les ans parce que j'aime bien découvrir des nouvelles choses. Je viens juste pour le plaisir, pour regarder et puis quelquefois pour acheter, pour craquer. Je suis là pour ça aussi. Alors nous sommes de Martigues, nous venons régulièrement pour faire travailler les artisans. On achète des produits du Gers et puis on va acheter souvent à Désir et Tradition, foie gras et les rôtis au piment d'Espelette. J'ai mon ami qui a son stand derrière moi, il est écrivain, il a créé un jeu qui s'appelle le jeu de la bouillabaisse et qui vaudrait le coup d'être offert aux enfants pour Noël parce qu'au point de vue prix il est acceptable. Et vous venez voir que votre ami ou il y a d'autres stands qui vous intéressent? Non, je viens voir d'autres stands, c'est évident. Il y en a 163, je ne peux pas me fixer seulement sur un. Ça permet déjà en plus de faire des rencontres avec des nouveaux artisans et puis voilà, on passe un beau moment. Voilà. Est-ce que vous avez des coups de cœur? Des coups de cœur? Les bijoux, les sacs surtout, les bijoux et les sacs. Oui, voilà. Pour vous comme idée cadeau? Ah non, pour moi. Alors, je pense d'abord à moi. L'important, c'est de descendre, d'accompagner les brebis qui reviennent d'estive. Ça se fait dans toutes les régions. Et voilà, on accompagne les brebis qui vont traverser très vite le village. Et c'est le plaisir de défiler, de parler avec les gens, entre groupes et avec les spectateurs. C'était amusant, surtout quand les chèvres montaient sur les moutons. Ça, c'était rigolo. C'est exceptionnel parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas tout le temps. Alors c'est vrai qu'après leur passage, c'est compliqué de marcher sur un sol propre. Mais voilà, c'est encore une fois, ça fait vivre les traditions, les petits sont contents, ils voient les animaux. Et puis ça fait passer une belle journée. Ça t'a plu ma vidéo, monsieur, que c'était bien? C'était bien. Le compte à rebours de Noël est déjà lancé à Marseille. Sur le Vieux-Port, une vingtaine de stands sont sortis de terre pour perpétuer une tradition qui date de 1803. Bien ancrée en Provence avec la 222e édition de cette foire, les exposants se donnent à cœur joie de partager leurs univers à travers leurs créations, comme Anne-Laure qui a baigné dans les Santons depuis toute petite. C'est nos valeurs, c'est nos traditions. On est ancré en Provence et il faut que justement tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fabrique et tout ce qu'on invente pour les santons et les santonniers, qu'on le transmette. Et ça c'est vraiment... sinon si on ne transmet pas, c'est la mort de notre métier aussi. Un devoir de mémoire important pour Muriel et Michel qui amènent leurs petits-enfants à la foire chaque année. Donc chez nous, la crèche c'est très important, c'est primordial même. Et les enfants se régalent à voir ça, parce qu'on a 6 petits-enfants, donc je vous assure que c'est une attraction. Moi je trouve que c'est une tradition, que ça doit se transmettre et que ça doit rester. Tu feras la crèche toi aussi plus tard? Oui. Mais là on va leur acheter un santon chacun et ils vont commencer. Et si vous aussi vous voulez faire votre propre crèche, la foire aux Santons est ouverte jusqu'au 5 janvier tous les jours de 10h à 19h et jusqu'à 20h les vendredis et samedis. De quoi avoir le temps de faire la plus belle crèche possible. C'était hier soir à Martigues avec le cinéma La Cascade pour la 9e édition SMR 13 du Festival international du film indépendant. À vivre également au théâtre La Manard à Saint-Mitre-les-Remparts avec donc le cinéma La Cascade pour recevoir le parrain de cette 9e édition, Olivier Marchal. Après une masterclass avec des élèves le matin, le réalisateur présentait hier soir MR73, juste après 36 quais des Orfèvres, film sorti donc en 2008, tourné à Marseille avec Daniel Auteuil et Moussa Mascri. Projection suivie d'un échange avec le public, rencontre avec le réalisateur Olivier Marchal qui nous explique qu'est-ce qui a fait qu'il a accepté cette invitation.
D'abord, ma rencontre, enfin le contact que j'ai eu avec Jean-François Decaux, qui m'a appelé par l'intermédiaire d'une connaissance commune, et le fait que je sois en préparation de Pax Massilia, la saison 2, à Marseille, que je sois Marseillais maintenant, j'habite à Marseille, à 80% du temps, et je me suis dit, je lui ai dit, écoute, je vais être en pleine prépa, je vais pas être loin du début du tournage, ça va être chaud, mais enfin je suis à côté, donc je viendrai avec plaisir, parce que évidemment c'est toujours très touchant d'être qu'on fasse appel, qu'il y ait cette reconnaissance avec le public, et puis que des personnes comme ça qui organisent des festivals décident que ça soit vous tout d'un coup le parrain, quoi. C'est touchant, on peut pas. Quand on peut pas, quand je suis vraiment au tournage, je peux pas, mais quand je suis à peu près dispo, je me libère. J'adore Olivier Marchal, j'adore ce qu'il fait, il dénonce beaucoup de choses, et c'est pour ça que je suis là ce soir. C'est pas pour le Beaujolais, c'était pour Olivier Marchal. Et le film très fort aussi. Ah oui. Très très dur ce film. Mais il faut en passer par là pour faire comprendre les choses et faire passer des informations. On n'a pas l'impression qu'il est... que c'est... comment dire, c'est quelqu'un qui fait passer des émotions, mais pas que des émotions tristes, il fait passer beaucoup de joie aussi. Ça a l'air d'être un bon vivant, il a dit d'ailleurs.